Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, lancement officiel de la feuille de route 2017 de l'Union africaine. C'est le chef de l'État, président en exercice de l'institution panafricaine qui a présidé la cérémonie. Les temps forts de cette rencontre avec Mohamed Valek Touré. À l'abbaye des jeunes filles retrouvent le sourire en pratiquant des activités génératrices de revenus. Plusieurs d'entre elles sont formées dans des écoles professionnelles en couture ou encore la restauration. Les écoles professionnelles, l'autre seconde chance, à suivre le reportage grand format avec Mamadou Saliouba. Sport Coupe de la CAF, le Horea AC entre en lice ce dimanche contre l'Ittihad de Tanger en barrage aller. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du Horea se dit confiant pour la victoire. Voilà pour le titre. Bonsoir et merci de nous rejoindre. À l'entame de ce journal, le gouvernement a poursuivi ce samedi sa retraite à Conakry. Ce séminaire vise à faire le bilan des réalisations du gouvernement durant l'année écoulée, mais aussi présenter les priorités et les perspectives pour l'année 2018. Cette deuxième journée a été marquée par la présentation des ministres de leurs priorités pour l'année en cours, conformément au PNDS à travers les 4 axes principaux que sont la promotion de la bonne gouvernance au service du développement durable, la transformation économique ou encore le développement inclusif et durable du capital humain. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Le chef de l'État, également président en exercice de l'Union africaine, a procédé à la blouson de Kaloum au lancement de la feuille de route de 2017 de l'institution panafricaine. Dans son allocution, Alpha Condé a invité les jeunes à travailler pour l'émergence d'une Afrique forte et dynamique. Les questions de l'emploi jeune et l'immigration ont été aussi abordées par le chef de l'État. Reportage, Mohamed Valek Touré, Amaralex Silla. La Guinée, à l'instar des autres pays, va dorénavant tirer profit du dividende démographique en investissant dans les jeunes. Présente déjà dans la capture du dividende démographique depuis 10 ans, elle compte renforcer ses piliers qui concernent la gouvernance dans des secteurs, entre autres la santé, l'éducation, mais aussi la création de l'emploi pour les jeunes. Cette capture devient de plus en plus importante pour l'Afrique dont 60% de sa population est jeune. Dans le cadre de sa mise en œuvre effective, le gouvernement guinéen s'est engagé dans un processus visant à identifier les actions prioritaires à mener tout au long de l'année avec le soutien et l'accompagnement des partenaires bi- et multilatéraux. Mettre l'accent sur cette force dynamique est une feuille de route que s'est assignée le président en exercice de l'Union africaine. De nombreuses actions vont être menées pour aider les jeunes. Nous, jeunes de Guinée, restons convaincus que le fait de tirer pleinement profit du dividende démographique offre une excellente opportunité de renforcer la résilience des jeunes et de s'attaquer aux causes profondes de nombreux défis majeurs. Cette volonté de mise en œuvre de politiques visant l'exploitation de potentiel humain et le changement de l'image de l'Afrique a constitué un véritable point d'orgue lors du 28e sommet des chefs d'État à Addis Abeba. Si nous avons la capacité d'investir dans la jeunesse, d'abord dans l'éducation, c'est-à-dire si nous permettons à la jeunesse de maîtriser les nouvelles technologies, notre avantage aujourd'hui, c'est que les nouvelles technologies nous font faire des pas de géant. Le plus simple, vous êtes très jeune, mais vous avez dû savoir avant, pour téléphoner, il fallait mettre un grand câble, avoir un téléphone, etc. Freiner l'immigration et faire en sorte que les jeunes aient confiance en l'avenir du pays est la seule préoccupation du président de l'Union africaine ainsi que ses homologues. Si les jeunes ont du travail, s'ils ont accès à l'Internet et à toutes les nouvelles technologies en étant au village, pourquoi viendront-ils à Conakry, à Bamako, à Dakar ou à Lomé? Non. Mais il faut que la jeunesse soit consciente de ses responsabilités. Elle ne doit pas seulement dire investissez en nous. Mais il faudrait qu'elle aussi, elle prenne ses responsabilités. D'abord, ne pas se laisser manipuler par la religion et la politique.
Ils sont nombreux à prendre part à cette cérémonie. Ces jeunes sont venus du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et puis le président de la République effectuera à partir du 10 avril prochain une visite d'État en France, la dernière sous l'ère François Hollande. En prélude donc à cette visite, l'ambassadeur de Guinée en France nous a accordé une interview. Reportage à Bachir Keta, Gilles Lazur. La visite en France du président Alpha Condé représente de toute évidence un événement majeur pour tous les membres de l'ambassade de Guinée à Paris. De surcroît, par rapport au cahier électoral français, ce sera la dernière visite d'État accordée par le président François Hollande. Pour la Guinée, on peut véritablement parler d'un privilège. Au-delà de la relation particulière, c'est que nous avons une excellente relation avec la France. Et je vous donnerai pour un repère qui, pour moi, m'a fait plaisir et j'étais honoré. Jamais la France n'était autant engagée aux côtés de la Guinée comme dans la lutte contre le Ebola. Et ça, tous les Guinéens doivent être sensibles à ça. Ils ont fait un effort colossal sur le plan financier, un effort sur le plan humain. J'étais en Nogent de retour quand le premier contingent, la protection civile française, devait partir. Et c'est la première fois où j'avais la gorge serrée. Je n'arrivais pas à aller voir des gamins de 20 ans, déterminés à aller défendre une population qu'ils ne connaissaient pas et qui pouvait en mourir et qui allait avec... ça m'a fait chaud au cœur. Et cela, vous le trouvez dans tous les domaines de coopération. La Guinée, non seulement nous sommes devenus dans la normalité, parce qu'on était une spécificité au niveau de la relation avec la France, mais nous sommes parmi les 3 pays prioritaires de la France en matière de coopération. Ça, c'est sous la mandature du président Hollande. La très proche fin de mandat du président Hollande, ami de longue date du président Alpha Condé, sera peut-être encore propice à de bonnes avancées quant aux relations entre la France et la Guinée. Cette amitié-là aussi a aidé l'ambassadeur que je suis. C'est beaucoup plus facile quand les deux présidents sont en contact quasi permanent. Et c'est rendre hommage au président Hollande que de venir de sa double qualité de président de la République de Guinée et de président de l'Union africaine. Que l'Afrique est reconnaissante, en tout cas la Guinée est reconnaissante parce que ce qui a été fait pour nous. Malgré la gestion de cette visite d'État au programme très chargé, son Excellence, l'ambassadeur Amara Camara, ne rompt pas avec ses habitudes qui le font recevoir ses compatriotes sans rendez-vous, le samedi de 10h à 13h, illustrant ainsi une disponibilité que l'on peut véritablement qualifier de rare. Le Parti des démocrates pour l'espoir PADES a tenu ce samedi sa toute première rencontre avec ses militants. Une occasion pour le président Dr Ousmane Kaba, ancien allié du pouvoir en place, de parler de la situation, dit-il, désastreuse du pays et la gouvernance au sommet de l'État. Compte rendu, Babou Condé, Djibril Kaba Kamara. C'est la toute première assemblée générale du parti PADES, avec à sa tête Dr Ousmane Kaba. Plusieurs militants ont effectué le déplacement. Dans son exposé, le coordinateur des activités du parti est revenu sur la carrière du président. Dr Ousmane Kaba est diplômé de gestion de projet de l'université Harvard à Boston, aux États-Unis. Il est également détenteur d'un doctorat en sciences économiques à l'université Paris 2 Panthéon-Sorbonne. Selon les responsables du parti, plus de 400 000 sympathisants sur les réseaux sociaux adhèrent aux idéaux qu'incarne le PADES. Dr Ousmane Kaba n'a pas manqué de parler de la situation sociopolitique et économique du pays. Sur le plan économique, en dépit des nombreux programmes de réforme, du plan de relance post-Ebola, des différents programmes négociés avec les institutions de Bretton Woods, la croissance économique en Guinée est nulle, pratiquement nulle. Le chômage des jeunes
et des femmes explosent, car le secteur privé, principal pourvoyeur d'emploi, est brimé. L'éducation, la mauvaise gouvernance ou encore la corruption sont entre autres quelques sujets développés au cours de cette rencontre. Plus loin, Ousmane Kaba fustige la gestion actuelle du pays. On a fait des centaines et des centaines de millions de dollars ici pour acheter des groupes électrogènes. Alors qu'on aurait pu faire des micro-barrages partout en Guinée avec le même montant. Est-ce que c'est parce que la Guinée est pauvre ou parce que les décisions sont mauvaises? Les décisions sont mauvaises. Le Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, un parti politique oui, mais avec une position qui lui est propre. Parce que le parti PADES n'est ni de la mouvance ni de l'opposition, nous sommes de la Guinée. Des acteurs de la société civile à travers des centres d'éducation civique cherchent à pérenniser des enseignements civiques, par exemple exhorter les citoyens à participer à un programme d'assainissement, aussi les amener à adopter des bons comportements avant et pendant le processus électoral. Le récit c'est avec Djibril Ba et Abou Korea Kourma. Il s'agit d'une mise au point qui concerne 26 préfectures du pays. La démarche consiste pour la société civile à rappeler des actions pour le développement local, ce qui d'ailleurs explique cette rencontre entre acteurs qui se partagent des idées pour la faisabilité des actes de citoyenneté. Il faut avoir des poubelles domestiques, c'est-à-dire que même si on ne te donne pas, toi-même tu peux te procurer à partir des marchés. Et comment gérer ces poubelles au niveau domestique. Et comment avoir, parce qu'il n'y a pas de PME maintenant là au niveau des communes, comment vous-même, parce qu'il y a des PME de personnes volontaires, comment contracter avec ces, pour que chaque fois, de façon 2 à 3 fois par semaine, comment se débarrasser des concessions, des minages, ces ordures. Le conseil régional de la société civile de Conakry s'arme des outils simples pour pouvoir véhiculer les messages d'éducation. Dans cet élan, il procède à une sensibilisation sur les enjeux des élections qui occupent une place de choix. Nous encourageons les citoyens à la base, parce que ce sont les élections la base, de se porter candidat pour vraiment l'animation, la gestion de la chose publique à la base, parce que c'est leur élection. Une autre préoccupation pour ces activistes, c'est susciter un travail de concertation dans les quartiers pour prévenir les violences ou des manifestations occasionnées par les échéances électorales. Il est indispensable que le citoyen puisse avoir assez d'informations quant à sa participation à l'élection communale. Surtout que cette élection est appelée quelque part une élection de proximité, donc qui donne la latitude aux citoyens de participer au processus de développement de sa collectivité. L'élaboration d'un document stratégique pour l'harmonisation des différents paramètres va caractériser le clou de cet échange. Plaidoirie pour déclarer la traite des Noirs et l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est l'objectif de la rencontre entre plusieurs étudiants de la capitale et les responsables du patrimoine historique. Il s'agit d'inviter les élus du peuple sur la reconnaissance de cette partie macabre de l'histoire du continent noir et d'en faire une date commémorative. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Césaire disait « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». L'histoire du continent noir a été oubliée et laissée enfouie sous terre. La tragédie de l'esclavage et la traite des Noirs n'est plus qu'un lointain souvenir. Et pourtant, il mérite d'être reconnu par les nations africaines, d'où l'idée de la plaidoirie pour déclarer la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Après le Sénégal, la Guinée est le deuxième pays cible. Mais c'est un pays qui est encore porteur d'une espérance. Et cette espérance, aujourd'hui, elle s'incarne pour nous autour de la nécessité pour l'Afrique de se souvenir de ce qu'elle a vécu, de le marquer dans la loi et de pouvoir avoir des moments de célébration. Cet agenda que nous devons tenir de notre histoire, de ce que nous avons apporté au monde, il est essentiel. Et par le vote de cette loi, nous espérons que la stabilité que ce pays est en train de retrouver, mais que cette stabilité-là va se renforcer et que la Guinée sera plus présente sur la scène internationale. Plusieurs personnalités ont assisté à cette rencontre, notamment le directeur du patrimoine historique, le commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre,
également des fondateurs et étudiants de diverses universités. Tous reconnaissent l'urgence de la législation de ces éléments de l'histoire. Pour permettre à nos étudiants d'être informés sur l'esclavage, et nous avons l'intention d'aider les organisateurs à arriver à faire ce plaidoyer au niveau de nos gouvernants pour déclarer l'esclavage et la traite des Noirs comme, comment dirais-je, comme crime contre l'humanité. Qui dit culture, dit forcément l'histoire. Et pour une meilleure connaissance de notre histoire, il faut s'appliquer, il faut s'impliquer pour qu'enfin nous puissions booster notre développement qui passe forcément par la connaissance de notre histoire. La charte de Kouroukanfouga, la gouvernance au Fouta théocratique sont entre autres des réalités guinéennes peu enseignées dans les écoles. Par cette rencontre, ces jeunes ont appris un pan de leur histoire qu'il faudrait promulguer et vulgariser. Nous, jeunes actuels, nous devons comprendre la réalité pour prendre les choses en main, afin que nous puissions montrer aux Occidentaux, à qui que ce soit partout dans le monde, que nous avons aujourd'hui nos valeurs, nous avons la force, nous avons les armes en main pour pouvoir montrer notre capacité, notre force, notre origine et notre histoire. Colère, désarroi, pauvreté, ce sont là des réalités auxquelles sont confrontées les populations à proximité de l'usine de Kamsar. En tout cas, les habitants du district de Déparas tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de vie et les problèmes traversés au quotidien depuis le lancement de l'usine de la Compagnie des bauxites de Guinée en 1973. Les habitants de cette contrée dénoncent un traitement défavorable qui leur sont infligés. Suivez ce reportage, un extrait du documentaire réalisé par Kadia Diallo sur les conditions de vie des populations riveraines du site de la CBG qui passera bientôt sur Espace TV. Mise en opération le 4 janvier 1973, le port de Kamsar dispose d'un quai conçu pour permettre d'accoster les navires. Sa capacité d'accueil est estimée à un bateau par chargement. La bauxite exportée là est extraite de la mine de Sangareti avant d'être acheminée vers la cité industrielle de Kamsar. Ce tonnage annuel est évalué à 15 millions. Le processus de transformation de la bauxite brute permet d'aboutir à une bauxite semi-raffinée. Il engendre ainsi une pollution si inquiétante. L'émission excessive de la poussière lors de ce mouvement allant du transport au traitement est plausible. Cette usine nous empêche de faire des potagers. Vous pouvez aller voir le bananier derrière la maison. Arrivez, vous trouverez que la poussière a tout détruit. Dans tout ça, on manque d'interface. Il n'y a pas d'autorité ici qui puisse faire face aux difficultés que nous rencontrons au quotidien. Ici, tout ce que tu cultives sera détruit par la poussière qui se dégage. Un secret de polichinelle si cette pollution agit sur la santé publique, mais aussi sur l'environnement. Une frange de cette population est atteinte de la pneumonie et de la sinusite, pour ne citer que celle-ci. Cette situation ne laisse guère ces populations dans le mutisme. Elles expriment leur désarroi à l'encontre des autorités concernées. Notre voisinage avec la CBG, nous dirons simplement qu'on ne bénéficie rien de cette compagnie depuis sa création. Nous rencontrons d'énormes difficultés causées par la CBG. Nous vivons dans ce trou abandonné à nous-mêmes sans aucun soutien, ni moins un recours. 40 ans depuis son opérationnalisation, l'usine de Kamsar suscite des interrogations, notamment autour des retombées de la Compagnie des bauxites de Guinée, tant considérée comme source de renflouement des caisses de l'État, en dépit des dommages collatéraux qu'elle engendre. L'insécurité bat son plein en Guinée, les attaques de bandits sur des citoyens deviennent de plus en plus récurrentes. L'assassinat d'un jeune conducteur de moto à Labé est un cas illustratif. Mamadou Bachir Diallo a été fusillé par un homme armé à cause de sa moto. Reportage Malik Sandiana Kamara, Djibril Kaba Kamara. La vie est un combat, a-t-on coutume de dire. Mamadou Bachir Diallo, conducteur de moto-taxi à Labé, se battait pour vivre à la sueur de son front. Son dernier voyage s'arrête dans la nuit du 30 mars dernier. Certains nous ont dit qu'il a été appelé par quelqu'un
Et au retour de vers Malaya, il a été poursuivi. Ils l'ont avec un coupe-coupe, ils l'ont blessé, il a résisté, il n'a pas cédé. Et au finish, ils l'ont poursuivi jusqu'à Dakar, à quelques microns de son résidence. Ils l'ont fusillé. La victime, âgée de 25 ans, native de Fougou dans la préfecture de Mali, a tenté de survivre à ses blessures. Elle est aussitôt transportée à l'hôpital dans un état comateux. Peu après, elle succombe à ses blessures. Arrivé, nous avons constaté qu'il y avait des plaies ponctuformes au niveau du thorax, de l'abdomen, plus des plaies linéaires au niveau du cuir chevelu et les membres supérieurs. Il saignait et nous avions fait les premiers soins avec la prise d'une voie veineuse, mais malheureusement, en moins de 10 minutes, il a rendu l'âme. Les conducteurs de mototaxi en colère par rapport à cet acte cruel. La ville de Labé est prise d'assaut ce vendredi 31 mars 2017. Ils ne sont pas prêts à travailler et s'indignent contre les services de sécurité. Même les singes ont tué parler comme ça. La mort du jeune conducteur de mototaxi interpelle les 7500 autres sur leur sécurité. Cette entreprise-là, on se débrouille ici pour qu'il ne faut pas qu'on va demander quelqu'un d'autre. On nous tue comme ça. C'est des honte comme ça. Alors qu'il y a des autorités. Les autorités font quoi? Labé, foyer d'insécurité, le préfet a mis en jeu 5 millions de francs guinéens pour celui qui aura retrouvé le présumé assassin. Restons toujours à Labé. Elles avaient perdu le sourire. Elles le reprennent peu à peu. À Labé, plusieurs jeunes filles sont formées dans les écoles professionnelles, notamment dans la couture ou la restauration. Les écoles professionnelles ont l'autre seconde chance. C'est un reportage grand format signé Mamadou Salouba et Djibril Kaba Kamara. Dans cette classe, séparée par des contreplaqués, des jeunes filles apprennent comment accueillir des clients, à préparer la table à manger. Nous sommes au poste primaire dans la région administrative de Labé. Ce matin, une petite simulation, un peu comme dans les restaurants. Des jeunes filles qui ont la plupart échoué aux différents examens nationaux se retrouvent tous les matins pour tenter de rattraper le temps. Aïssatou Lamarana n'a pas réussi de passer en 10e. Ici commence pour elle une seconde vie. Tout ce que je vis, c'est tellement facile pour moi. On a appris ici sur le restaurant, l'installation, service des mains, avec le débarrassage aussi. Il y en a qui pensent que l'avenir c'est seulement en partant à l'université. Non, tu peux trouver ton avenir ici, sans aucun problème. En une année de formation, tu as ton métier. Ou en 3 années de formation, tu as ton métier. Tu vis de ta sueur. Dans cette école, des mécaniciens, des menuisiers, il y a aussi la couture 100% féminine. Ici encore, celles qui ont échoué aux examens sont sur le qui-vive. On apprend avec des tissus, le centimètre toujours à côté, mais les nouvelles élèves, elles, apprennent avec du papier. On va leur demander pourquoi. On coupe les papiers avant de prendre les tissus pour ne pas qu'on gâte les tissus. Si on fait les coutures sur les papiers, on fait le pratique sur les tissus. Les papiers, certains élèves ont passé cette étape. À quelques pas de là, toujours dans la même classe, nous retrouvons Maïmouna, élève en 2e année. Elle confirme sa passion pour la couture avec une grande ambition. Mon ambition est d'ouvrir un jour mon propre atelier à moi, avoir des apprentis que je vais moi-même enseigner. Alors elle s'active car le défi doit être à la hauteur des attentes. Dans cette école, la méthode d'apprentissage est simple. Il faut d'abord maîtriser la pédale, savoir prendre des mesures, ensuite couper des étapes à appliquer sur des papiers. Ça, c'est une jupe. C'est avec du papier qu'on apprend aux élèves à coudre.
Et c'est très difficile de coudre avec du papier qu'avec du tissu. Ciseaux, règles, centimètres, chaque outil est utilisé toutes les minutes et le tout manuellement. Comme dans les universités, ces élèves doivent remplir les 3 ans avant d'obtenir un diplôme professionnel. Toujours dans la même salle de classe, des élèves de la 3e année, les aînés du département couture. Ici, on a passé le cap du papier. Plus de pratique que de théorie, le mode d'évaluation nous paraît simple et la moyenne obtenue souvent notée sur l'œuvre de l'élève. Plus de 7 heures de cours, 6 jours sur 7, avec un courage remarquable. Mais le défi que doit relever cette école est d'abord un problème de matériel, mais aussi d'infrastructure. La pose de la première pierre a eu lieu depuis 2010. De 2010 à nos jours, 2017, nous sommes en train de former des ouvriers compétents, compétitifs, susceptibles d'être absorbés par le marché du travail. Mais voyez-vous, on est en train d'évoluer dans une très grande salle compartimentée, au moins 10 horaires. Donc ça nous crée d'énormes difficultés. Voyez-vous, quand les uns sont d'un côté, ils parlent, ça dérange les autres, même le bruit des machines à coudre. Quand les uns sont en train de coudre là, d'un côté, de l'autre côté, ça gêne les autres. Donc je lance un appel solennel afin que l'État nous prenne en charge, afin que le professeur Alpha Condé pense à la construction de cette école. Toute la question est de savoir si les autorités vont entendre cet appel. Initié depuis 2007 par des Canadiens, beaucoup de jeunes filles retrouvent le sourire derrière la machine à coudre. Religion, les fidèles chrétiens abordent le dernier virage du carême. Hier vendredi avait lieu la marche pénitentielle, une procession religieuse qui se fait les avant-derniers vendredis de chaque période de carême. Les fidèles chrétiens des différentes paroisses de la capitale ont défilé de Koleya à l'archevêché tout en priant et en chantant. Cette procession religieuse est un moment fort de la période de carême, quelques jours avant la fête de Pâques. Le reportage de Mohamed Valek Touré, rendu par Antoine Kourma. Ils étaient des milliers de fidèles chrétiens des différentes paroisses de Conakry à prendre part à cette marche pénitentielle. Dans des prières intenses, ils ont pris le départ à Koleya avant de se retrouver à l'archevêché où une messe a été dite. Nous avons marché en ayant pleinement conscience d'être en communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens, tous nos frères et sœurs membres de l'Église, famille de Dieu, pour opérer dans notre vie la conversion véritable. Ce moment de pénitence permet aux fidèles chrétiens de mieux se rapprocher de Dieu et de faire des louanges. Ils en sont conscients et certains se souviennent encore de sa genèse en Guinée. La marche pénitentielle est initiée depuis le cardinal Sarah lorsqu'il était archevêque de Conakry pour en fait suivre les démarches du Christ dans le désert. À quelques jours de Pâques, une fête au cours de laquelle les chrétiens commémorent la résurrection de Jésus, les différentes paroisses de la capitale se mobilisent pour donner à cette fête tout son sens. En ce mois saint de carême, où Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, et comme nous aussi étant ses serviteurs, ses envoyés, il faut qu'on suive ses pas. Voilà l'objectif qui nous a envoyés aujourd'hui ici. Nous sommes là aujourd'hui suite à un événement religieux qui consiste à avoir fait une marche de 14 stations qui symbolise les jours où Jésus a marché et le chemin de la crucifixion, c'est-à-dire d'où Jésus est parti et où Jésus est arrivé pour finir sur la croix. Donc ces 14 stations que nous avons faites symbolisent cela. Des prières, des bénédictions et des louanges ont été formulées à la fin de cette marche pénitentielle. Sport, reversé dans les barrages de la Coupe de la CAF, le Horea Ansé entre en lice ce dimanche contre les Marocains de l'Ittihad Tanger au stade du 28 septembre
Pour espérer une place africaine cette saison, lors de la traditionnelle conférence de presse à la veille de la rencontre, l'entraîneur des champions en titre de Guinée a affirmé être prêt pour la victoire tout en respectant les Marocains dont le manager indexe l'état de la pelouse, mais dit être prêt également à aborder la rencontre. Mohamed Souma et Mohamed Alissène Kamara, reportage. Les Rouges et Blancs de Matan affronteront ce dimanche l'Itia Tanger, vainqueur de l'AS Kaloum. Pour Dunka, il faut essuyer la déception de son élimination en Ligue des champions africaine par naturellement une victoire pour mieux se lancer dans cette double confrontation qui commence à la maison, ce qui est une pression, confirme-t-il. On peut dire que l'Espérance de Tunis, ils sont passés dans un trou de souris, parce que vraiment, je me dis qu'à la fin du match, j'étais déçu. Et quand on a vu la vidéo, j'ai passé à mes joueurs après, ils étaient encore plus déçus. Une place africaine permettrait aux champions en titre de réaliser une progression pour le niveau de ses joueurs et la visibilité, en plus des bénéfices financiers. Pour cela, Zunka a déjà un plan qu'il n'a pas livré, mais il n'y aura pas de tâtonnement dans sa tactique de jeu. Pour jouer en 4-4-2 avec deux attaquants, ce n'est pas un problème, je peux toujours le faire. Mais après, c'est l'animation autour. Et je pense que mes deux joueurs extérieurs, qui sont très importants dans un 4-4-2, je ne les ai pas pour l'instant. Donc c'est pour ça que je n'y joue pas. Donc mon équipe sera comme d'habitude, là j'ai rien à cacher à personne, ça sera comme d'habitude un 4-3-3. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer le match comme je les commence toujours. D'abord pour le gagner, naturellement. Classé 5e dans son championnat, les visiteurs ont une expérience en Guinée. Le respect des locaux est de mise, mais ils ont aussi émis des souhaits pour le bon déroulement de la rencontre. C'est seulement, c'est pas le terrain que notre entraîneur défaut pour nous, c'est pour l'équipe adverse aussi. La fibre patriotique réunira-t-elle le public sportif guinéen derrière son dernier représentant en compétition africaine? La réponse sera connue ce dimanche au Vieux Stade du 28 septembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Surtout, n'oubliez pas de visiter notre site espacetvguinée.info.